Une notion qui est super importante, c'est ce diagramme-là. J'espère que vous l'avez déjà vu, et si vous ne l'avez pas vu, il faut l'apprendre et le retenir. C'est la définition de l'hyperalgésie, de l'allodynie, et en fait la sensibilisation, ce qu'on appelle la sensibilisation et le risque de sensibilisation post-opératoire à la douleur. La sensibilisation, elle est à la fois périphérique et centrale. Il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en jeu, mais grosso modo, ça va aboutir à ces phénomènes-là. Là, vous avez la courbe de réponse normale à la douleur en fonction du stimulus. Donc, en noir, vous avez un patient standard. Vous avez un stimulus vous avez ce qu'on appelle un seuil douloureux. Le seuil douloureux, c'est quand le stimulus devient suffisamment important pour commencer à faire mal. Et après, plus le stimulus augmente, plus la douleur va être importante. Là, vous avez l'intensité douloureuse en ordonnée. Donc, plus le stimulus augmente, plus l'intensité douloureuse augmente, jusqu'à être au stimulus maximum, hein. C'est-à-dire que même si vous faites plus mal, là, vous avez le patient est déjà à 10 sur 10 de douleur. D'accord? Donc, c'est la notion de seuil douloureux. Et après, vous avez un stimulus supraluminaire qui entraîne une douleur. La sensibilisation, c'est le fait que cette courbe-là se décale sur la gauche. Et donc, vous allez avoir un patient qui va ressentir une intensité douloureuse alors que vous avez un stimulus qui est habituellement non douloureux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'allodynie. L'allodynie, c'est vous faites un stimulus non douloureux au patient. Donc, vous caressez sa main, par exemple, c'est pas un stimulus qui est censé être douloureux. Et il ressent une sensation qui est désagréable. Alors, il peut dire ça fait mal, ça fait des décharges ou juste c'est désagréable. Donc, ça, c'est de l'allodynie. Et ensuite, quand vous passez un seuil douloureux normal et que le patient a sensibilité, vous êtes au niveau de l'hyperalgésie. Donc ça, c'est le fait d'avoir plus mal que on devrait pour un stimulus douloureux. Donc ça veut dire que le stimulus est douloureux, mais le patient a une réponse douloureuse qui est exagérée par rapport à un patient standard. D'accord? Allodynie et hyperalgésie, en fait, c'est deux endroits de la courbe de sensibilisation de la douleur. Ok? Allodynie, vous êtes à fond le seuil douloureux normal. Donc, le seuil douloureux est plus précoce. Et l'hyperalgésie, vous avez une douleur qui est exacerbée par rapport au stimulus douloureux qui est provoqué. Alors, comment ça marche, ça? C'est super important parce que là, je vais reparler un peu de kétamine. Euh, la sensibilisation, il y a une sensibilisation, je vous ai dit, périphérique liée aux lésions nerveuses que provoque le chirurgien, à la chirurgie et à l'inflammation. Tout ça, ça va entraîner une augmentation de la... Même pour un stimulus qui n'est pas douloureux en périphérie, vous allez avoir la sentiment de douleur qui est exacerbé, hein. Je pense que vous l'avez déjà senti, hein, quand vous avez une coupure et que que la peau est très inflammatoire. Bon, bah, le moindre toucher de cette peau inflammatoire va entraîner soit une sensation désagréable, soit vraiment une douleur. Donc ça, c'est la sensibilisation. Et en plus de ça, vous avez une sensibilisation centrale qui est notamment médiée par les récepteurs NMDA. Pourquoi? Vous vous rappelez, je vous ai dit, le récepteur NMDA, c'est un des récepteurs avec le récepteur GABA et le récepteur AMPA et le récepteur kainate au glutamate. D'accord? Ce récepteur est stimulé par l'action du glutamate, mais c'est ce qu'on appelle un récepteur. Est-ce que j'ai un... Non, je ne l'ai pas. C'est ce qu'on appelle un récepteur qui reconnaît les co-stimulations, le récepteur NMDA. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est bloqué dans une situation normale par un ion magnésium, Mg2+. Et pour qu'il soit actif, le récepteur NMDA, il lui faut une double stimulation. Il faut une stimulation qui va entraîner une dépolarisation de la membrane, qui va faire sauter l'ion magnésium. Quand la membrane est dépolarisée, en fait, l'ion magnésium va sortir. Et en plus de ça, il faut qu'il y ait une stimulation par le glutamate. Donc, cette double stimulation lui permet de reconnaître en fait une co-stimulation. Les opioïdes, ce qui va se passer, c'est que ils vont avoir une action antalgique parce qu'ils vont se fixer sur les récepteurs mu. Mais en plus de ça, en parallèle de ça, donc ils vont avoir une action sur la PKC qui va régir leur action qui contrôle la douleur. Mais en plus de ça, le récepteur mu, quand il est stimulé par la morphine, va activer la PKC. La PKC va aller phosphoryler les récepteurs NMDA qui va s'ouvrir beaucoup plus facilement. Quand il y a soit quand la douleur est prolongée, soit quand vous utilisez des opioïdes pour bloquer le récepteur mu, vous allez entraîner des modifications post-synaptiques avec notamment la production de NOS et de COX-2 qui vont provoquer la sécrétion de prostaglandine et de NO, qui vont aller en fait renforcer la libération présynaptique de glutamate. Et c'est ça qui va entraîner la sensibilisation à la douleur.
D'où l'utilisation de kétamine. La kétamine, en bloquant le récepteur NMDA, va diminuer l'entrée de calcium dans la cellule. Elle va en fait diminuer la facilité avec laquelle les opioïdes vont sensibiliser le récepteur NMDA et ensuite sensibiliser en présynaptique la libération de glutamate qui va entraîner le signal douloureux. Donc à court terme, les opioïdes, ça a une action sur le récepteur mu et ça diminue la douleur. Par contre, à long terme, ça va sensibiliser le récepteur NMDA. C'est pour ça qu'on utilise la kétamine pour bloquer le récepteur NMDA et éviter la sensibilisation à long terme à la fois postsynaptique mais également présynaptique. Donc voici les différentes stratégies de réduction de l'hyperalgésie post-opératoire. Donc grosso modo, il y a trois piliers. Utiliser des anti-hyperalgésiques, kétamine, lidocaïne, qui sont les deux drogues qui ont montré une vraie efficacité sur l'hyperalgésie. Faire de l'épargne morphinique, donc moins d'opiacés, plus du multimodal, de l'ALR, et donc l'analgésie multimodale dont j'en parlais, hein, avec des antalgiques et des ALR. Ça va permettre de réduire l'hyperalgésie post-opératoire. Kétamine et lidocaïne sont les deux drogues qui sont proposées dans le livre blanc de la douleur. Hein. Donc la kétamine, c'est un antagoniste d'NMDA qui a également à la fois des propriétés analgésiques, mais aussi anti-hyperalgésiques et anti-inflammatoires. Un bolus entre 0,25 et 0,5 mg kg induction et une perfusion continue de 0,25 à 0,25 mg kg qui est stoppée 30 minutes avant la fin de la chirurgie. Si vous avez de l'eskétamine, parce que c'est de plus en plus fréquent dans les services, l'eskétamine, il faut diviser donc l'énantiomère S de la kétamine. S-kétamine, c'est facile. C'est 2 fois plus puissant que la kétamine, donc du coup, il faut réduire ces doses par 2. Le gros intérêt de l'eskétamine, c'est que ça a moins d'effets psychodysleptiques que la kétamine. Et donc la lidocaïne en intraveineux, ça a des propriétés analgésiques, anti-hépargiques, anti-inflammatoires. La dose recommandée, c'est 1 à 2 mg kg en bolus, puis 1 à 2 mg kg/h. Le protoxyde d'azote, il n'y a pas d'effet démontré sur la douleur chronique post-chirurgicale, donc il n'y a plus d'intérêt à l'utiliser dans cette indication-là. Le propofol versus les halogénés, grosso modo, il n'y a pas d'argument pour utiliser l'un ou l'autre sur la douleur post-opératoire. L'épargne morphinique, c'est notamment induit par des fortes doses de PC, notamment le rémifentanil à des doses supérieures à 0,2 gamma kilo-minute. Donc surveillez vos évoques là, parce que normalement c'est programmé en site effet l'évoque, et donc du coup vérifiez un peu les doses que vous donnez aux patients. Si vous êtes supérieur à 0,2 gamma kilo-minute, vous pouvez provoquer de l'hyperalgésie médiée par rémifentanil. Donc diminuez les doses et essayez de vérifier que vous ne dépassez pas cette dose cible en débit massique. Il faut utiliser l'ALR et l'infiltration d'anesthésiques locaux. Et par contre, ce qui n'a pas démontré d'efficacité sur la douleur chronique post-chirurgicale, c'est en gros faire de OFA ou de LOFA en utilisant des alpha-2 agonistes comme la dexmédomiline. Le niveau de preuve est très faible. L'analgésie multimodale optimale, elle commence avant l'intervention. Vous faites l'ALR avant l'intervention, en tout cas avant l'incision chirurgicale. Et de même, les antalgiques, vous pouvez les commencer avant l'intervention pour avoir une efficacité dès le péropératoire. Le risque de développer une douleur chirurgicale chronique, surtout quand vous avez une trajectoire douloureuse qui est anormale avec une douleur sévère qu'on n'arrive pas à soulager pendant les 24 à 48 premières heures